Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce que cette vidéo va être plus longue que d'habitude. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on va parler d'économie et que je vais faire intervenir une fois de plus Thomas Andrieux sur cette chaîne YouTube. En effet, il est beaucoup plus expert que moi sur tous les sujets qu'on va aborder, donc c'est pour ça que je lui ai demandé s'il voulait pas passer une fois de plus sur la chaîne. Donc du coup, on va parler de la situation économique aux États-Unis, hein, forcément qui a un gros impact sur le reste des autres marchés. On va parler également de la situation de l'Union européenne, parce que forcément ça va concerner beaucoup de personnes, et on va parler également en plus précisément de l'euro. Sinon, bien entendu, on va parler de crypto-monnaie. Alors tu verras que Thomas, il n'a pas un avis aussi bullish que certaines personnes sur les réseaux sociaux, et on va également parler d'or et d'argent, qui sont une des thématiques que Thomas maîtrise le mieux. Donc tu le vois, on va traiter quand même pas mal de thématiques. Alors au passage, je tiens vraiment à remercier une fois de plus Thomas d'avoir accepté de nous donner de son temps pour répondre à toutes ces questions, hein. Donc n'hésitez pas à le remercier vraiment en commentaire. Et une deuxième chose aussi que je tenais à préciser, c'est que tu remarqueras, je suis un petit peu décalé sur l'enregistrement. En réalité, j'ai eu un problème avec mon logiciel et je m'en suis rendu compte qu'à la toute fin, j'ai changé d'écran et donc du coup, il était plus calibré exactement de la même façon pour ce nouvel écran. Et donc du coup, j'ai fait au mieux. Mais c'est pas du tout le plus important parce que ce n'est pas moi qui parle réellement dans cette vidéo. Moi, je pose juste les questions et tu verras que c'est tout le temps Thomas de toute façon que je mets en évidence. Voilà, ceci étant dit maintenant, je te souhaite un bon visionnage. Bonjour Thomas, j'espère que tu vas bien. Je te remercie beaucoup d'être venu une fois de plus sur cette chaîne YouTube. Alors ça me fait très plaisir de te revoir parce que ça fait un an qu'on n'a pas échangé ensemble à propos sur cette chaîne. Et il y a pas mal de choses qui ont changé sur les marchés financiers et j'ai beaucoup de questions à te poser aussi. Et du coup, je me suis dit aussi que peut-être qu'avant, tu voudrais bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent toujours pas, mais tu commences à être un habitué maintenant, peut-être pour les personnes qui regardent souvent cette chaîne YouTube. Donc, je te laisse te présenter rapidement et après, on va attaquer les questions. Bonjour Julien, bah, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'intervenir sur ta chaîne. C'est vrai que tu fais un contenu, des fois je regarde quand j'ai le temps et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, alors je suis étudiant en finance à Dauphine et à côté de ça, je fais des rédactions pour plusieurs médias ou brokers. Et mes domaines de spécialité, c'est notamment les métaux précieux, en partie les crypto-monnaies, mais vraiment sur les aspects, on va dire, statistiques et globaux et en partie sur, les actions et donc globalement économie, hein, qui lie tous ces domaines. Heu, Questions qui sont, particulièrement débattues en ce moment sur les marchés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. D'ailleurs, ça va être une de mes premières questions, hein. C'est-à-dire que, bon, déjà, dans un premier temps, je vais parler plutôt du marché US, parce que, bon, c'est surtout celui-ci qui va rythmer un petit peu les autres marchés. Et c'est vrai qu'on arrive dans une période où, bon, donc on commençait déjà à en parler il y a un an de ça, de récession aux États-Unis. Mais de plus en plus, on a l'impression qu'il y a ce débat entre des économistes, entre récession ou pas récession. Certains disent que c'est pas aussi gravissime qu'on pourrait le penser, et d'autres, bon, bah, au contraire, ça commence à craindre un petit peu. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors moi, mon scénario qui est à peu près le même depuis, 2020, c'est Mmh. que cycliquement, on a un risque de ralentissement de l'économie, potentiellement de récession, fin 2025-2026, voire 2027. Et que 2024, c'est d'une certaine manière le sommet de ce cycle économique. Et effectivement, ça comment dire? Les marchés financiers l'ont bien intégré, même si la croissance aux États-Unis reste sur un bon rythme, on a des signes avancés de ralentissement. Ces signes avancés, c'est quoi? C'est le chômage qui, remonte, hein, il est à 4,2 ou quelque chose comme ça. Donc il y a ce qu'on appelle un déclenchement de certaines règles historiques qui font qu'on peut s'attendre à une récession. À côté de ça, il y a aussi des indicateurs avancés comme l'écart entre les taux, d'intérêt longs et les taux d'intérêt courts et cet écart-là, j'ai regardé sur le mois d'août, il est repassé en positif et ça, historiquement, c'est un signe de récession. Alors, ça peut être l'exception qui va confirmer la règle cette fois-ci, mais toutes les probabilités sont plutôt du côté du ralentissement de l'économie et puis, un indicateur fondamental, c'est que les banques centrales commencent à rebaisser les taux. La Fed Alors, devrait c'était rebaisser justement ses taux ma question par rapport à ça. Excuse-moi de te couper. C'est que oui, justement, il semblerait que la Fed veuille abaisser ses taux.
Donc, il y a Jérôme Powell, donc le directeur de la Fed, hein, le président de la Fed, qui a l'autre jour communiqué en précisant qu'il était temps d'ajuster la politique monétaire. Alors, ce sont des mots forts hein, quand même pour un banquier central, parce que là, c'est clairement dire ce qui va se passer directement. D'habitude, on va parler un peu plus à Oui, demi-mot. oui. Et donc là, tout de suite, on sait tout de suite que, bon, logiquement, la prochaine réunion, va y avoir un abaissement des taux. Maintenant, la question, c'est de savoir dans quelle proportion. Et alors, je suis allé voir aussi par rapport à l'outil FedWatch sur le CME Group. Et on tablerait plutôt sur une réduction des taux qui est relativement douce, hein, de 0,25% ou 0,5. Alors, est-ce que pour toi, c'est le scénario probable comme l'anticipent les marchés, ou au contraire, on serait sur quelque chose d'un peu plus dur? Et quelles seraient les conséquences d'une réduction douce ou d'une réduction un peu plus forte des taux? Bah, alors, tu as très bien résumé la situation. La BCE, elle a déjà commencé à baisser ses taux de 25 points de base, comme on dit, Mm, donc 0,25 en pourcent, si on veut. mm, Et donc, la BCE a pris un pari risqué. Mais bon, la Fed semble suivre ça. Alors, pourquoi la Fed, qui jusque-là n'a pas voulu dire si elle allait baisser ses taux? On se doutait qu'elle allait le faire, mm, mais est-ce que c'était fin 2025, 2026? Elle le fait un peu plus tôt parce qu'il faut rappeler qu'au début du mois d'août, on a eu une panique financière. En une semaine, les marchés financiers ont failli cracher et puis se sont repris d'un coup, par phénomène notamment sur le yen, sur le Japon. mm, Mais bon, passons. Et donc la Fed veut donner voilà, un signal de dire, voilà, on a vu qu'il y a de l'instabilité qui se dessine, on va rebaisser les taux. Donc, deux scénarios. Soit dans l'histoire, effectivement, on a eu des baisses de taux qui ont été plutôt positives pour les marchés. C'est pas la majorité des cas, mais c'est une partie des cas. Mais ces baisses de taux, en général, elles sont minimes. Et elles sont minimes et elles durent pas forcément très longtemps. Bon. Euh, donc ça, c'est le premier scénario. Si, admettons, la croissance se maintient bien l'année prochaine et en 2026, etc. Deuxième scénario, là, l'économie ralentit et là, la Fed devra aller un peu plus loin. Et à ce moment-là, on aura une baisse de taux plus lourde et probablement une forte baisse des marchés financiers. Euh, à ce stade, on commence à avoir une baisse des taux qui est plutôt minime, hein, c'est-à-dire on parle de 25 points de base ou de choses comme ça, ce qui veut dire que le taux directeur aux États-Unis devrait revenir autour de, je pense, à terme 5%. Donc ça, ce qui est un taux déjà élevé, hein, qui mm. historiquement, on n'a pas connu ça sur les 20 dernières années. Euh, en revanche, en Europe, en zone euro, on est sur un taux qui est déjà sous 4%, un taux directeur sous 4%. Donc déjà, il y a ces différences-là. Alors, quelle ampleur de baisse de taux? Ça dépendra surtout de la remontée du chômage. La Fed a dit que cette baisse de taux était en partie expliquée parce que le chômage remontait et donc que l'économie montre des signes avant-coureurs de ralentissement. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre de la mesure, de la vague de ralentissement à venir. Mm. Et c'est tout simplement ça qui va dicter le comportement de la Fed, hein. D'accord. Mais alors, des fois, on a l'impression que oui, forcément que la Fed va ajuster ses taux en réaction par rapport à ce qui se passe sur le marché. Mais dans les comportements qu'il y a sur les marchés, on a l'impression que c'est plutôt l'inverse, que c'est la baisse des taux qui a vraiment une influence. Et donc, du coup, si par exemple, scénario assez pessimiste, d'un coup, la Fed se met à baisser les taux bien plus que 0,5, que 0,5. Est-ce qu'on pourrait avoir vraiment un mouvement de panique sur les marchés qui étalerait tout, quoi? Oui, oui, non, c'est tout à fait possible Ouais. parce que si la Fed baisse de plus de 0,5, c'est qu'il y a besoin de baisser urgemment les taux Ouais. et Donc ça rapidement. serait un signal Donc, très, très négatif qui sera envoyé pour le non, coup au marché. exactement. Donc, Bon. si un signal comme ça, c'est que on aura, je pense faudrait vendre le marché avant que la nouvelle arrive. Alors moi, ma petite théorie justement là-dessus que je me disais, c'est, bon, pour le moment, on a l'impression que la Fed veut un petit peu contrôler et amorcer gentiment la descente des taux, et je pense que ça sera relativement doux quand même. Du moins sur la fin de 2024, peut-être début de l'année 2025, on verra bien. Mais d'après toi, au bout d'un moment, forcément, on atteindra un prix plancher sur ces taux. À combien on se situera à peu près quand les taux seront effectivement bien abaissés? Alors, ça, c'est toute la difficulté. Je pense que, alors, l'objectif des banques centrales, c'est toujours 2%. Donc, théoriquement, si on reste sur un rythme d'inflation
à 2% ou environ, elles vont redescendre progressivement vers ce niveau, voire en dessous si vraiment on n'a pas assez, entre guillemets, d'inflation. Bon. Mais on voit ce qui se passe au niveau international. Alors, si on a un ralentissement dans l'immédiat, bah, théoriquement, l'inflation devrait se réduire. Mais au niveau international, on a quand même des tensions sur les matières premières, des tensions géopolitiques, et tout ça fait qu'on reste sur une décennie où l'inflation peut repartir beaucoup plus facilement que sur la décennie précédente, ce qui explique aussi la prudence des banques centrales, enfin de la Fed notamment. La BCE est un peu moins prudente que Mmh. la Fed, pour des raisons principalement d'endettement. Mais dans ce contexte-là, je pense que oui, on peut redescendre si l'inflation ne repart pas. Encore une fois, ça dépendra du ralentissement à venir. Pour quelles raisons on a ce ralentissement? Et surveiller si on n'a pas un nouveau choc, sur le pétrole ou sur beaucoup de matières premières. Il faut voir que c'est assez marrant parce que de temps en temps, on a des matières premières qui flambent. Je Mmh. pense, à un moment donné, c'était le cacao, bon, on a l'or évidemment, en partie, le cuivre. Enfin, on a des métaux comme ça qui augmentent fortement, des matières premières qui augmentent ponctuellement. Le pétrole ou le blé, surtout le blé, ils se maintiennent très bas, mais des points très bas peuvent devenir aussi des points de rebond. Donc il faut se méfier aussi à plus long terme sur la décennie de ces risques d'inflation. Oui. D'accord. Alors, il y a aussi un autre événement marquant, quand même qui pourrait impacter, les marchés financiers, c'est peut-être les élections aux États-Unis. Alors, dans quelle mesure, ces élections pourraient impacter le marché en fonction peut-être du résultat? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on a 2 candidats, hein. On a le camp Trump et on a le camp, Kamala Harris. Que se passerait-il, d'après toi, si c'était soit Kamala Harris qui passerait ou si c'était, au contraire, Donald Trump qui passait? Alors moi, je verrais la question plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé déjà en raison de l'élection américaine? Et parce qu'effectivement, on se rend compte que je crois que historiquement, depuis, si je dis pas de bêtises, la fin de la Seconde Guerre mondiale, quelque chose comme 80 ou 90 des années d'élections américaines, donc comme Mmh. cette année, sont des années positives pour le S&P 500. Donc et effectivement, cette année, ça se confirme et on est même sur une saisonnalité, comme on dit, sur, une année présidentielle particulièrement haussière, pas exceptionnellement haussière, mais presque. Donc ce qui fait que, comment dire? L'élection américaine a déjà influencé les performances de la bourse, conformément au cycle présidentiel de 4 ans. Et donc, alors en général, on dit que le parti en place, le candidat en place, s'il est réélu, c'est une année haussière encore meilleure. Mais bon, cette élection est complètement exceptionnelle, puisque d'un côté, on a une tentative d'assassinat, on a un candidat qui s'est désisté, enfin bon, donc on va pas chercher là-dessus. Mais le fait est que après les élections américaines, je pense qu'on aura quel que soit le président ou la présidente, un ralentissement, des performances en bourse, Mmh. parce que, on ressort quand même d'une année, le S&P 500 est encore proche de ses records et cetera. On ressort d'une année exceptionnellement, haussière, où on a vraiment des mouvements acheteurs assez importants et notamment du fait des ETF, depuis le début d'année. Donc dans ce contexte-là, voilà, les élections américaines, c'est un peu l'événement politique, la boussole, qui va nous dire à partir de novembre, bah, va falloir Mmh. faire un peu plus attention sur les marchés, même si on sait qu'on a ce rallye de fin d'année souvent. Mais tout ça pour dire que 2024 a été une année bonne, 2025 pourrait être une année un peu moins bonne que D'accord. 2024. Concernant l'Union européenne, c'est pareil, j'avais, quelques petites questions également. Alors tu l'as dit, notamment la BCE, a abaissé ses taux, alors si je dis pas de bêtises, c'était en juin, hein, la première Oui, fois. c'est ça. C'est quelque chose d'assez inédit parce que mine de rien, la BCE a tendance plutôt au contraire à suivre, ce que va faire la Fed et j'aurais une petite question du coup, est-ce qu'on pourrait pas craindre une inflation importée, pour des pays comme la France par exemple? Et si tu pouvais aussi expliquer ce qu'est ce concept d'inflation importée, simplement pour les personnes qui ne connaissent pas? Oui, tout à fait. Alors, tu l'as dit, la Banque centrale européenne a baissé ses taux avant la Banque centrale américaine. Et avant ça, il faut rappeler que pour lutter contre l'inflation, la Banque centrale américaine avait augmenté ses taux 6 mois avant la Banque centrale européenne.
Donc non seulement la Banque centrale européenne a tardé à monter ses taux, mais elle s'est impatientée à les baisser. Donc pourquoi? Parce qu'en Europe, en zone euro, la Banque centrale européenne est une importante détentrice de dette publique et que nécessairement il y a implicitement des influences, on va dire, politiques pour essayer de maintenir les taux au plus bas, possible. Heu, donc et puis la croissance aussi était moins bonne en zone euro, même si la croissance théoriquement n'est pas regardée par la Banque centrale européenne. Donc la Banque centrale européenne, elle baisse ses taux. Si elle baisse ses taux, les investisseurs internationaux, ils vont se dire quoi? L'euro, c'est moins intéressant parce que moi, je préfère, investir aux États-Unis à 5 qu'en zone euro à 4 ou 3,5. Donc nécessairement, en théorie, on a une hausse du dollar et une baisse de l'euro. Et donc dans ce cas-là, effectivement, si l'euro, perd de la valeur, eh bien pour acheter un baril de pétrole qui coûte, 75 par exemple, eh bien il va falloir débourser plus d'euros et donc c'est ce qu'on appelle l'inflation importée. C'est-à-dire qu'il va falloir, tout simplement, payer plus cher alors que le cours, du pétrole n'a pas bougé. Parce qu'en fait notre monnaie perd de la valeur, tout simplement, notre devise et donc à partir de ce moment-là, c'est le risque, si la BCE a une baisse des taux beaucoup plus agressive que la Fed, c'est qu'on a tout simplement une inflation importée, notamment sur les matières premières. Alors pourquoi c'est problématique? Parce que, si au niveau européen, la balance commerciale est équilibrée, en France, c'est pas du tout le cas, hein. En France, on est le pays le plus déficitaire en balance commerciale. Je crois que ça fait plus de Mmh. 150 milliards d'euros. Enfin, c'est des choses, Alors je c'est simplifie un pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire qu'on importe beaucoup plus que qu'on exporte. exactement, donc autrement dit, en France, on vit au-dessus de nos moyens et c'est les Allemands qui payent, parce qu'il faudrait une valeur de l'euro pour nous beaucoup plus faible. Donc les Allemands ont la bonté de payer pour nous, mais ça va pas durer éternellement parce que bon, ils ont déjà payé Weimar il y a un siècle. Mmh. Je suis pas sûr qu'ils sont prêts à Ah bah, repayer, c'est très ancré dans leur aujourd'hui. culture même, hein, ça, cette monnaie, eux, ils voulaient une monnaie forte à cause de Weimar et ça, le fait, que des pays comme la France ou des pays encore, dans des situations encore plus graves comme la Grèce, ça ne plaît pas du tout, Tout à fait, aux les Allemands Allemands sont très, très, et ils sont comment pragmatiques dire? là-dessus en plus, hein. Voilà, ils sont très exigeants, sur ces problématiques historiquement, bon. Mais tout ça pour dire que la France mériterait une valeur de l'euro plus faible et donc la France est un des perdants si la Banque centrale européenne baisse trop ses taux. Parce qu'à ce moment-là, même si ça peut stimuler la croissance, de l'autre côté, on a une balance commerciale qui est tellement dégradée que c'est pas bénéfique à la France. Donc de ce point de vue-là, il ça peut créer, de l'instabilité, en France ou voire même au sein de la zone euro. Donc c'est un problème de dépendance effectivement de la France sur les décisions de la BCE et au contraire, si on a une baisse de la valeur de l'euro, ça va profiter aux pays, qui sont plutôt exportateurs, je pense notamment à l'Allemagne du coup dans ce cas et à certains pays, de l'Est et cetera qui Qui ont continuent toujours une industrie, de monter. alors, du coup, au niveau de la Banque centrale, européenne, logiquement, du coup, c'est le plancher de ces taux devrait, se situer pareil autour des 2 si, tout va bien comme au niveau des États-Unis. C'est l'objectif? En théorie, oui, Oui. oui, tout à fait. Là, après, ça dépendra du niveau d'inflation. Si maintenant on a un niveau d'inflation qui se maintient légèrement sous 2 les banques centrales, je pense, ne vont pas trop hésiter à peut-être à baisser drastiquement. Ceci étant, il faut dire que les banques centrales, je pense, ont retenu la leçon de la décennie passée, c'est-à-dire avec des taux à zéro ou Mmh. des taux négatifs, qui ont créé un désordre total et jusqu'au crash obligataire de Ah 2022, bah, oui, hein. oui. Bah, Donc, les banques centrales ont bien compris ça sur des niveaux d'endettement qui ont augmenté. Ce serait un peu suicidaire de revenir à des taux à 0 de suite. Donc le niveau plancher, je pense effectivement est entre plutôt 2 et 3 qu'entre 1 et 2 c'est surtout que quand on a des taux à zéro, ça veut dire que, le futur n'est pas risqué. Alors que normalement, sont censés rémunérer le risque, enfin ces taux rémunèrent le risque futur. Donc c'est un non-sens économique en fait, hein, quand on y réfléchit. Complètement, c'est que l'argent est gratuit, pour le dire plus simplement et que si en plus tu as des taux, non pas nuls mais négatifs, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'argent est plus que gratuit. On te paye pour emprunter de l'argent. Et à ce moment-là, ça crée de véritables distorsions sur tous les marchés. Aujourd'hui, le fait qu'on ait des taux
bon, 5% aux États-Unis, c'est peut-être élevé, mais c'est la moyenne historique, hein, sur le XXe siècle. Donc 5%, ça peut sembler élevé, c'est pas déraisonnable. Mais bon, c'est sûr qu'avec une inflation à 2%, ça fait quand même un taux réel de 3%, ce qui fait très cher pour ceux qui empruntent, et notamment sur le secteur immobilier qui a un peu de peine en ce moment. J'ai une dernière question qui concerne la zone économique européenne. On en avait déjà parlé, de toute façon, on avait commencé par ça pour la première vidéo de mémoire. Alors, le petit point actu par rapport à ton point de vue baissier par rapport à l'euro, est-ce que tu es toujours sur ce scénario où l'euro serait baissier face au dollar, ou au contraire, tu penses que finalement l'euro va réussir à se sortir de ce mauvais pas? Bon, j'ai ma petite Alors, idée, mais... je pense qu'à court terme, comme on l'a vu, il y a un rebond haussier. Hmm. Donc, à court terme, c'est moins baissier. Mais bon, à long terme, on reste plutôt baissier, je pense. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début de l'été, on a eu ce qu'on appelle des positions nettes des spéculateurs nuls. En d'autres termes, les investisseurs ne voulaient pas parier sur l'euro, ils s'étaient retirés de l'euro. Historiquement, c'était plutôt un signal baissier. Bon, les positions sont revenues, les investisseurs sont revenus. On a eu ce rebond, notamment parce que la Fed a annoncé sa baisse de taux. Donc, rebond haussier de l'euro. Et là, je regardais aujourd'hui, on est reparti encore à la baisse. Donc, sur 2 ans, l'euro est à peu près stable. Mais il ne faut pas oublier qu'on reste sur une dynamique de plus long terme, baissière, voire très baissière par rapport à d'autres devises. Donc, de ce point de vue-là, voilà, la zone euro a quand même toujours un problème, on va dire, de productivité, de croissance, qui fait que bah, elle est moins compétitive que les États-Unis ou que d'autres Oui. régions à long Bah, terme. disons que Ça, le c'est sûr. problème, il est plutôt d'ordre structurel et à long terme, ça pose forcément Voilà, des tout à problèmes. fait. Alors j'avais aussi, du coup, j'ai fait un petit parallèle aussi avec les cryptos quand même, parce que c'est un sujet qui touche pas mal ma chaîne YouTube. Euh, Quand on regarde ce que tu disais tout à l'heure, du coup, on serait sur un ralentissement économique d'ici la fin de l'année, le début de l'année 2025. Et on sait que les cryptos, bon, je suis désolé de l'apprendre à ceux qui pensent que les cryptos c'est différent, que ça lutte contre le système financier, mais pour le moment, ça, on va dire que ça le suit plutôt bien. Est-ce que tu penses que du coup, pour les cryptos, on va toujours avoir cette partie haussière et extrêmement euphorique qu'on a tout le temps, qu'on en plein bull run hein, pour les adeptes? Ou est-ce que tu considères que finalement, là, on a déjà passé ce point haut sur les cryptos et finalement, on commence à avoir des signaux baissiers et qui montrent qu'on devrait logiquement retourner sur des points plus bas? Alors, c'est vrai que tu as très bien résumé. C'est vrai que les crypto-monnaies ont une forte dépendance, malheureusement ou heureusement, au système financier. Bon, d'ailleurs, on trade les cryptos comme on trade des actions maintenant. Donc, ça en dit long sur. Et on fait même des ETF de crypto-monnaies, alors que c'est totalement contre la psychologie de l'écosystème à la base. Mais ceci étant, je pense qu'on a un potentiel haussier limité et on commence à avoir des signaux baissiers, effectivement. Alors pourquoi? Déjà parce que cycliquement, historiquement, on a ces bull run et puis ces bear market, comme on dit, c'est-à-dire phase haussière, phase baissière. Statistiquement, les phases baissières, elles durent à peu près 1 an et le cycle total dure à peu près 3 ans et demi. Le dernier point bas, c'était fin 2022, début 2023. Et donc là, je pense qu'on peut affirmer, sans trop se tromper, qu'on est probablement à plus de la majorité de la phase haussière. Et qu'on se rapproche peut-être même de la fin. Alors, on peut toujours avoir des extensions techniques vers 100 000 dollars, voire 120 000 pour les plus optimistes. Mais bon, c'est déjà pas très éloigné. Statistiquement, le Bitcoin a eu déjà des performances Mm. beaucoup plus haussières. Et c'est vrai que là, c'est un bull run. Je lisais sur Twitter, assez amusant. Il est où le bull run? Parce que c'est vrai que ça a bien rebondi, mais on est proche finalement des sommets historiques de 2021-2022. Et c'est un marché haussier qui peut décevoir. Et on le voit aussi ces derniers mois, c'est-à-dire qu'on a des tentatives de cassure à la hausse qui sont automatiquement rabaissées et on évolue plutôt sur 60 000 dollars que sur 70 000 dollars. Donc ne serait-ce que ça, c'est un signal, on va dire, de faiblesse du marché. Quand à côté de ça, on voit que le cours de l'or continue d'exploser, ne s'arrête plus, si je peux dire, et qu'à côté de ça, on a des crypto-monnaies qui plafonnent. Et peut-être, c'est vrai que donc, de ce point de vue cyclique, je me suis amusé ces dernières semaines à faire une stratégie assez simple
sur la base de ce cycle. C'est on investit, on achète le Bitcoin pendant 2 ans et demi, et ensuite on place sur une obligation à 3% sur les 1 an de bear market, et on répète cette opération 2 ans et demi, 1 an, 2 ans et demi, 1 an. Et historiquement, depuis 2014, on aurait doublé la performance annuelle du Bitcoin avec cette stratégie. D'accord. Et cette stratégie nous dit qu'il aurait fallu vendre, ou en tout cas sortir du Bitcoin autour de l'été. Alors, on verra si cette stratégie a raison ou pas, mais effectivement, théoriquement, on pourrait avoir un affaiblissement de la vitesse du marché des crypto-monnaies, probablement en 2025. Alors, ça serait motivé soit par un ralentissement de l'économie, par des tensions. Il faut rappeler qu'au début du mois d'août, le VIX, qui est l'indice du stress, de la panique des marchés, il est monté à 64. C'est un niveau qui est équivalent à la crise de 2020 ou à la crise de 2008. Alors évidemment, c'était parce que les marchés étaient complètement déraisonnables, parce qu'on a eu une panique passagère journalière, mais ça en dit long sur le fait que d'un seul coup, on a des marchés qui sont sur la prudence extrême, défiants tout simplement, et donc à ce moment-là, les crypto-monnaies sont automatiquement liquidées, comme les premiers actifs qui passent à la guillotine, j'ai envie de dire. Donc Mm. dans ce cadre-là, c'est sûr que voilà, dès qu'on peut avoir des tensions, ça sera les crypto-monnaies qui risquent de prendre le plus, hein, Bah, malheureusement. alors, j'aurais peut-être aussi une question dans ce cas-là à rajouter par rapport à ce qu'on disait l'an dernier. C'est qu'on a aussi un petit problème qui est différent sur ce bull run, quand on y réfléchit, c'est que peut-être qu'on n'a pas les mêmes liquidités qui sont disponibles sur les marchés, qui ont été déversées que lors des précédents cycles. Je pense surtout au cycle quand même au précédent cycle qui était assez exceptionnel, étant donné qu'on avait quand même des taux au plancher à zéro en limite. Et bah, du coup, forcément, ça a amené une dynamique haussière très importante, alors que là, bon, on est sur des taux qui sont à 5,5 aux US. C'est quand même relativement élevé par rapport à ce qu'on a eu lors de la dernière décennie. Et donc, du coup, est-ce que ça aussi, ça a un impact sur la hausse potentielle de ce bull run-là? Tout à fait, oui, oui, non, c'est sûr que tous les marchés haussiers jusqu'à maintenant se sont construits sur des taux nuls, négatifs ou Mm. très faibles. Alors, on a eu aux États-Unis une hausse des taux jusque en 2018-2019, et à l'époque, le Bitcoin n'a vraiment engagé un marché haussier qu'à partir de 2020, c'est-à-dire quand les taux étaient à zéro à nouveau. Donc le fait qu'on ait, oui, des taux à 4-5%, ça pénalise, et ça pénalise beaucoup. Après, théoriquement, ça pénalise un peu tous les actifs. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions, même les défensives, qui ont stagné pendant 2 ans parce que les taux sont élevés. Donc c'est sûr que oui, tant que les taux sont élevés, le potentiel du marché est limité. Et puis bon, il faut dire aussi que mathématiquement, je connais pas la capitalisation exacte aujourd'hui du marché des crypto-monnaies, mais je pense qu'on est autour de 3 000 milliards peut-être. Ah, j'ai même pas regardé, mais on doit être entre 2 et 3, hein. Voilà, et donc disons que si on a un doublement de la valeur du Bitcoin, ça veut dire qu'on aurait 6 000 milliards ou quelque chose comme ça. Donc c'est un afflux, c'est-à-dire autant que la capitalisation de Nvidia. En plus, donc il faudrait qu'il y ait vraiment une vague acheteuse très massive, très importante, avec des liquidités très disponibles, Mm. euh, équivalentes à la première action mondiale ou des choses comme ça. Donc c'est sûr que c'est plus difficile d'établir des plus hauts mathématiquement, si on peut dire. Euh, L'argent n'est pas infini, malheureusement. Ouais. Bon, après, moi, je reste quand même relativement optimiste quand même sur la fin de 2024, surtout pour les cryptos, parce qu'en général, on a tendance à sous-estimer l'euphorie qu'il peut y avoir sur les marchés. Et surtout que, alors je ne sais pas si tu as analysé ça, mais il me semble que oui, hein, parce que dans Révolution Crypto, tu en avais parlé, un très bon livre que je recommande au passage. Mais il y a un moment donné où il y a l'alt season qui a tendance aussi à pointer le bout de son nez, c'est-à-dire que les capitaux vont vraiment vers les altcoins. Là, on a eu un semblant d'alt season, mais généralement, il y a eu une partie vraiment euphorique où là, vraiment, les altcoins prennent le dessus sur Bitcoin en proportion, hein. Et là, on a une phase très haussière et très euphorique. Maintenant, oui, c'est vrai qu'elle devrait être beaucoup plus limitée par rapport aux années précédentes. J'ai aussi une question en parlant des cycles, parce que tu analyses beaucoup les cycles financiers, Thomas. Et pour Bitcoin, bon, on était érodé, halving, on attend 5-6 mois, boum, ça explose, bull run, tout le monde est content. Là, on a eu une hausse du Bitcoin
euh, quand même très importante avant le halving. Est-ce qu'on pourrait considérer que les cycles sur les cryptos sont en train de changer? Ou encore une fois, est-ce que c'est parce qu'on est dans un cycle avec une dynamique supérieure qui entraîne du coup les cryptos avec? Alors, On y a déjà c'est vrai que répondu ça, c'est un une bonne, petit peu, mais c'est une très bonne remarque parce qu'en général, on avait une pré-phase haussière qui n'était pas significative mais qui était assez constante, une phase haussière avant le halving, une phase haussière très importante après le halving. Et donc, ce qu'on a observé là, c'est qu'on a eu une phase haussière importante, peut-être plus importante que les fois précédentes, avant le halving, et qu'après le halving, eh ben, on n'a pas vraiment une phase haussière. Alors, c'est toujours possible qu'on en ait une, comme je disais, hein. On a peut-être encore quelques mois, voilà, le temps que les marchés, mm, c'est comme un paquebot qui est lancé, hein, c'est-à-dire mm, que le temps qu'ils ralentissent, le temps que la psychologie s'inverse, il faut l'arrêter, mais ça demande de la force. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, il peut y avoir un changement. S'il y a ce changement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les phases haussières se raccourcissent et que théoriquement, si la durée du cycle global est la même, les phases haussières se rallongent et donc que la performance moyenne annuelle de l'actif en question pourrait diminuer. C'est ce que ça voudrait dire. Mais ça reste à confirmer. Maintenant, c'est tout à fait possible qu'on ait une nouvelle phase haussière, même si techniquement, le fait de rester plombé à 60 000 dollars, il faut rester prudent, hein. Donc ça c'est vrai que c'est un élément intéressant. Et puis le halving, c'est vrai que on est sur des niveaux aujourd'hui où l'influence des mineurs est plutôt faible. C'est-à-dire que la création de Bitcoin diminue, et elle diminue drastiquement. Ceci étant, effectivement, pour les mineurs, après le fait que la rémunération double à chaque fois, ça peut être intéressant. C'est évident que si le prix du Bitcoin n'augmente pas assez, le réseau Bitcoin ne sera pas rentable. Donc c'est tout cet arbitrage qui se fait. Donc pour moi, ça voudrait surtout dire, si on n'a pas de nouvelles phases haussières importantes, qu'on a des risques baissiers peut-être importants. Mais bon, ça reste à confirmer, c'est du domaine hypothétique. Mais oui, je dirais qu'a priori, on a une légère modification de la structure des cycles en cours, mm. qui jusque-là prévalait effectivement. Donc Mm. on pourrait peut-être avoir un cycle potentiellement qui s'étalerait ou qui se réduirait suivant les prochains événements qui devraient arriver, surtout au niveau du prix du Bitcoin, selon toi. Oui, tout à fait. Et ce qui serait intéressant de remarquer, c'est l'ampleur de la hausse à venir qui resterait. Mm. Et justement, après, regarder l'ampleur de la baisse qui sera plus ou moins importante. Si on a une phase haussière qui est moins longue, c'est-à-dire si elle fait moins de 2 ans et demi depuis fin 2022, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une phase baissière d'un peu plus d'un an, alors qu'historiquement, elles sont très cadrées, elles durent en Ouais, général bien un an, les phases baissières. Donc ça sera très intéressant à remarquer. d'accord. Alors il y a aussi un autre actif, tu en as parlé, dans lequel tu t'es spécialisé, hein. Un actif aussi que j'apprécie particulièrement. J'ai quelques questions à propos de l'or, du coup. C'est que tu as réalisé, enfin, tu as publié il n'y a pas longtemps un article sur or.fr hein, qui est très bien écrit, je trouve, et tu amènes un point très intéressant. Alors, cet article s'intitule L'or, une monnaie centrale qui ne dit pas son nom. Alors, euh, peux-tu expliquer pourquoi est-ce que tu as pensé de cet article? Parce qu'il met pas mal de choses en valeur qui sont quand même assez intéressantes. Oui, tout à fait. C'est le fait notamment que les banques centrales ont de l'or encore Mm, aujourd'hui et qu'elles avaient de l'or sous l'étalon or et elles ont toujours de l'or sans étalon or. Et que non seulement elles ont de l'or, mais qu'elles continuent d'en acheter massivement. Et, chose remarquable, qu'elles achètent de l'or de sorte à garder la même proportion d'or dans leur bilan, pour la plupart. Ce qui veut dire quoi? Et d'ailleurs, souvent, quand on regarde dans le détail, l'or est classé premier actif parmi tous les actifs. mm, Alors pourquoi? Parce que l'or, il n'a pas de contrepartie, et parce que l'or, c'est une sorte de devise internationale sans État qui l'a créé ou d'institution qui l'a créé. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, je me suis posé cette question, pourquoi tout le monde a de l'or au niveau du système international? Donc, il y a ces raisons purement politiques, si je peux dire, qui sont indépendance, mm, absence de contrepartie, etc. Euh, et c'est vrai que quand on regarde, notamment, je pense à la Banque centrale américaine, la Fed, qui ne détient pas directement de l'or, c'est le Trésor américain qui lui donne des certificats.
euh, qui ont été émis à l'époque au prix de 42 $ par Mm. once, je crois, enfin, quelque chose de complètement irréaliste. Si on devait aujourd'hui rapporter la valeur du bilan de la Fed à son stock d'or, l'once d'or serait à 28 000 $. On est sur des niveaux quand même assez importants. Donc la Fed devrait théoriquement être un acheteur massif d'or. Et quand on regarde plutôt la Banque de France, on est plutôt, je crois, autour de 1600 par once d'or. Donc théoriquement, la zone euro est même surexposée, entre guillemets, à l'or. Mais bon. Donc ça, c'est très intéressant à remarquer. Et ça nous montre que l'or, non seulement est toujours la base du système monétaire international, mais que personne ne le sait. Enfin, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas parce que conventionnellement, aujourd'hui, c'est les obligations qui sont partout dans le bilan des banques. À l'époque, ben, on déposait son argent à la banque et en contrepartie, il y avait de l'or, c'était les talons or. Aujourd'hui, on dépose son argent à la banque, en contrepartie, on a des obligations, notamment des Et, obligations d'État. et des obligations qui sont considérées comme ayant un risque zéro, hein, d'ailleurs, dans le bilan des banques. Ce qui n'est pas nécessairement vrai, puisque On l'a la vu, SVB a fait faillite, hein, donc. on l'a vu il n'y a pas longtemps, ça d'ailleurs, hein. Donc, Exactement. Donc c'est vrai que on a de l'or aujourd'hui qui est très demandé parce que les obligations ben, ont perdu un peu de leur prestige. Et ça, c'est très intéressant à remarquer. Et c'est vrai que le fait que l'or augmente considérablement en ce moment, ça renforce toute cette confiance, ça renforce la dynamique acheteuse, notamment chez les investisseurs ces derniers temps. C'est-à-dire qu'on a vraiment un achat des investisseurs ces derniers mois, investisseurs qui étaient plutôt absents jusque-là. Et on a beaucoup de contrats sur les marchés dérivés, de contrats sur l'or. Donc le marché est assez actif en ce moment. Un peu trop d'ailleurs, on peut avoir une surchauffe technique à court terme. Il faut rappeler on vient des 2000 $ et qu'on est monté quand même à 2500. Mais en général, l'or, il monte voilà, par palier assez continu. donc du coup, si je résume, l'or, c'est l'opposé de ce que certains pensent, hein, c'est-à-dire qu'ils vont la qualifier de relique du passé, de monnaie de l'ancien temps, mais en réalité, c'est toujours un actif qui apporte une certaine stabilité dans le portefeuille des investisseurs et même des banques centrales, hein, parce que ça stabilise leur monnaie. C'est bien ça? Oui, exactement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui un actif qui, sous certains rapports, est plus stable effectivement que les obligations. Effectivement, ça ne fournit pas de rendement, mais aujourd'hui, ben, le fait que toutes les banques centrales en ont, c'est un fait intéressant. Et toutes les banques centrales en ont de plus en plus, notamment celles qui ne veulent pas être exposées au dollar, etc. Et ça, c'est très intéressant. Et quand on regarde peut-être une remarque aussi, c'est que la Chine, par exemple, détient pas significativement de l'or, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en tout cas de manière officielle, hein. Et donc que la Chine pourrait sans problème doubler son stock d'or, ce qui générerait une demande d'or assez importante d'ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas des histoires comme quoi la Chine maquillerait un petit peu son bilan et elle en aurait beaucoup plus que ce qu'elle dit avoir dans ses réserves. C'est possible dans la mesure où la Chine, on le sait, c'est un État qui maîtrise assez bien ses entreprises et Mm. ses chiffres, et qui maîtrise bien les mines d'or, sachant que la Chine est un grand producteur d'or, donc c'est assez facile de détourner des dizaines de tonnes ou plus. Maintenant, bon, on n'a rien qui permet Mm. de le prouver. Ceci étant, la Chine pourrait sans problème doubler ses réserves d'or officielles pour revenir à peu près au seuil des pays occidentaux en termes de détention d'or par rapport à ses réserves de change. Donc, tout ça pour dire que, pour le dire peut-être un peu de manière ironique, l'or, c'est la monnaie du futur. Euh, donc, donc, de ce point de vue-là, oui, c'est sûr qu'on est dans une situation internationale où on a des acteurs majeurs, les banques centrales, qui ne disent pas qu'elles s'orientent sur l'or. C'est assez marrant. Et c'est très souvent, en plus, quand on y réfléchit, mine de rien, parce que on dit l'or, c'est volatile, ok, sur du court, moyen terme, mais quand on y réfléchit à très long terme, on a plutôt l'impression que l'or a une incroyable stabilité, au contraire, au fur et à mesure que les temps avancent. Parce que j'ai vu plusieurs articles passer, par exemple, que le prix d'une coiffure chez le coiffeur ou d'aller chez le cordonnier, par exemple, n'avait pas trop évolué en or entre notre époque moderne, par exemple, et celui des Romains. J'avais vu des articles passer comme ça, où je crois plus récemment, par exemple,
Charles Gave avait notamment communiqué comme quoi la rémunération qu'il y avait avec le S&P 500, c'était à peu près le même en points en or depuis toutes ces années. Oui, il y a plein de faits comme ça assez Mm. troublants. Même le salaire rapporté en or est à peu près le même qu'il y a un siècle. Le prix d'un vélo rapporté en or ou d'une voiture est à peu près le même rapporté en or. L'immobilier aussi de Donc, mémoire, hein. peut-être l'immobilier, il faudrait J'avais vu regarder. aux US que c'était à peu près la même chose. Il faudrait que revérifier, mais j'avais. Mais effectivement, oui, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez, entre guillemets, troublant, mais à la fois rationnel, parce que qu'est-ce qui fait le prix de l'or? Sachant que quand on achète de l'or, la plupart du temps, bon, c'est pour la bijouterie ou Mm, l'investissement, mais cet or, souvent, il est miné et ça coûte cher de miner. Ça mm. coûte de la main-d'œuvre notamment, mais ça coûte aussi du matériel, etc. Pour extraire l'or du sol, tout simplement. Et ce coût de production augmente de plus en plus. Et il suit aussi en partie le coût de la vie. Donc, l'or, c'est un peu un indice d'inflation sur l'extraction minière aurifère. Et donc, bon, de ce point de vue-là, on n'a jamais miné autant d'or qu'aujourd'hui, hein. Il faut rappeler ça, hein. Et pourtant, l'or n'a jamais été aussi cher. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est sûr que l'or, ce qui va déterminer son prix, c'est plutôt Le coût d'extraction. voilà, Mm, combien il faut pour aller le chercher sous terre finalement. mm. Et ça, c'est ça qui donne toute sa valeur, Ouais, tout alors son prestige, justement, on va ça c'est dire. une question qu'on m'avait régulièrement posée. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre pourquoi on ne va pas chercher l'or qu'il y a sous terre, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on dit ouais, on a trouvé un gisement d'or, il y a tant de tonnes, et on pourrait doubler la quantité d'or qui est en circulation. Mais si extraire une tonne d'or coûte par exemple 20 000 dollars, enfin 20 000 dollars pour une once d'or, alors à ce moment-là, bah, c'est absolument pas rentable d'aller le chercher. Mm. Et c'est ça qui est incroyable avec l'or, c'est qu'il est extrêmement difficile de l'extraire. Et c'est pour ça qu'il se maintient depuis tout ce temps. Euh, Exactement. C'est ça. D'ailleurs, tu avais aussi rédigé un livre hein, sur le sujet de l'or. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement pour ceux que ça intéresserait? Parce que celui-ci, pour le coup, je ne l'ai absolument pas lu. Et je sais que c'était un de tes premiers livres, hein, si ce n'est ton premier. C'était oui, c'est ça, le deuxième, oui. Le deuxième. Donc, Et donc effectivement, oui, l'or et l'argent. Et alors pourquoi l'or et l'argent? Parce que bon, historiquement, symboliquement, l'or et l'argent sont toujours associés. Et l'argent aussi, c'est un métal aussi intéressant, même si pour moitié il est utilisé par l'industrie. Mais l'argent, c'est un métal qui, une fois qu'une hausse de l'or est amorcée, en général, l'argent rattrape fortement. C'est un peu l'altcoin, si je peux dire, hmm, du marché des métaux précieux. C'est un métal qui va fortement rattraper en général en fin de marché haussier ou en cours de marché haussier pour l'or. Euh, donc l'or et l'argent, c'est deux métaux qui sont particulièrement intéressants. On utilise de l'or pour la technologie, mais beaucoup moins qu'on utilise de l'argent. Il faut savoir que l'argent aujourd'hui, 20% de tout l'argent qui est produit, c'est pour faire des panneaux photovoltaïques. Et sachant que c'est une demande qui explose en ce moment. hmm, Et il faut savoir aussi que sur le marché de l'argent, on a une pénurie d'offres, c'est-à-dire que on ne produit pas assez d'argent, il en faudrait beaucoup plus, et donc que les prix augmentent encore hmm. un peu plus. Mais Aujourd'hui, le cours de l'argent est proche de son prix fondamental, c'est-à-dire 29-30 dollars, mais bon, il faudrait qu'il soit, j'allais dire, nettement au-dessus pour que le marché s'équilibre à long terme. donc, si je résume, en fait, tout Voilà. simplement, l'or, il a cette stabilité parce que, grosso modo, bon, si j'ai bien les chiffres en tête, il y a 10% qui est utile réellement pour tout ce qui est bijouterie, industrie, etc. Et il y en a 90% qui sert à rien, qui est dans des coffres. Mais d'un autre côté, on a l'argent. Alors toi, tu parlais 20% pour les photovoltaïques, mais moi, j'avais compris aussi qu'il y en avait 50% en tout qui étaient utilisés dans l'industrie. Donc, il est beaucoup plus dépendant euh, de l'économie, hein. C'est-à-dire que s'il y a une récession, la demande en argent diminue énormément et c'est ce qui apporte aussi cette volatilité à cet actif. C'est bien ça? Exactement. Et il y a une remarque intéressante, c'est que l'argent, il se mine comme un métal secondaire, c'est-à-dire qu'on va miner du cuivre et on va trouver de l'argent et on va vendre l'argent. Hmm, Et ce qui s'est passé depuis bah, la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est que on a explosé la demande de tous les métaux, l'aluminium, le zinc, enfin tous les métaux. Et donc, ce qui fait qu'en minant ces autres métaux, pour faire des fenêtres, peu importe, des choses nouvelles, on a trouvé de l'argent. Et donc,
entre guillemets, virtuellement, artificiellement, on a gonflé l'offre d'argent, ce qui fait que la valeur de l'argent par rapport à l'or ne cesse de diminuer à long terme. On a des phases où l'argent reprend de la valeur, mais c'est vrai que le fait qu'on mine plein de métaux et qu'on trouve plein d'argent, plus qu'on ne trouve d'or, eh bien, ça participe à réduire un peu la valeur de l'argent par rapport à l'or. Mais simple remarque. Donc, sans le dire, en fait, tu as précisé en plus que l'argent était plus facile du coup à extraire aussi des sols, donc moins Voilà, coûteux. Et oui, donc, oui, tout à fait. d'après ton article aussi, tu avais précisé que l'or, logiquement, devrait surperformer à long terme les actions si la dynamique sur l'or se confirme. C'est-à-dire au niveau des banques centrales, si par exemple la Fed notamment veut renforcer son bilan en or, ou même la Chine hein, d'ailleurs, qui voudrait peut-être se mettre sur les mêmes niveaux que les banques européennes. Oui, tout à fait. Ça, c'est une remarque intéressante, c'est que quand on compare la valeur du Dow Jones au cours de l'or, bon, on a des grands cycles qui se dessinent. Et en ce moment, depuis 2000 notamment, enfin, la valeur du Dow Jones a augmenté par rapport à l'or, mais on a déjà des signes Mm. d'affaiblissement de la progression du Dow Jones par rapport à l'or, et donc l'or pourrait surperformer les actions dans les années à venir si ce cycle se répète et cette tendance se confirme. Ça s'expliquerait pour des raisons assez élémentaires, mais principalement le fait que les taux sont plus élevés. Mais réciproquement, théoriquement, un taux plus élevé, ça rend l'or moins attractif parce qu'on se dit, ben, je peux placer à 5%, mais l'or, ça rapporte zéro. Donc, mais c'est vrai que dans ce contexte-là, le fait que les taux sont élevés, que l'inflation est encore persistante, bah, ça augmente les coûts de production, donc la valeur de l'or, et donc mécaniquement, à côté de ça, on a des performances des indices qui sont peut-être moins bonnes, sauf cette année. Euh, Et et donc à ce moment-là, effectivement, ça serait plus intéressant d'avoir de l'or sur les années à venir. Mais ça reste à confirmer, mais historiquement, on a eu, je crois, trois grandes vagues depuis 1900 de ce type, donc c'est assez J'ai remarquable historiquement. j'ai l'impression aussi que les investisseurs ont besoin de se rappeler aussi que l'or est résilient et le marché vient de leur rappeler un petit peu à une période régulière. Tu avais fait un article aussi d'ailleurs sur les cycles de l'or en général. Je crois que c'était 12 ans que tu avais expliqué. Alors, c'est des cycles encore théoriques. C'est vrai qu'il n'y en a eu que Oui. trois importants depuis la fin de l'étalon or. Ce serait des cycles de 16 ans avec 12 ans de hausse et 4 ans de baisse ou de stagnation, comme on a Mm, eu. Et sachant que le dernier point bas théorique aurait été 2016. mm. euh, et avec donc des grands cycles de 16 ans et des cycles intermédiaires de 8 ans. Euh, Cycle intermédiaire de 8 ans qui a été très bien confirmé récemment, puisqu'on a eu un point haut, un point bas en 2016, un point haut en 2020, 4 ans de hausse et 4 ans de stagnation, c'est-à-dire qu'on a recassé les niveaux de 2020 véritablement que en début d'année 2024. Donc 4 années de stagnation. Et donc apparemment ce cycle poursuit sa bonne trajectoire. Et c'est vrai que quand on regarde statistiquement, quand la Fed baisse ses taux, l'or monte en général de 40% sur à peu près 3 ans, 3 ans presque et demi, je crois. Euh, Ce qui confirmerait donc aussi cette hypothèse. Ah, oui. Alors, d'ailleurs, je précise pour les personnes que ça intéresse, hein, tous les liens des articles qu'on mentionne, hein, je les mettrai en description. Pareil pour les liens des livres. Alors, avant de terminer, je voudrais juste parler, oui, du dernier livre que tu as publié. Tu as sorti un livre qui est une compilation alors, d'auteurs anciens. Et la particularité de ces derniers, c'est qu'ils ont tous travaillé à un moment donné sur les cycles financiers. Et bah, déjà, je voudrais que tu nous expliques pourquoi tu parles de ces auteurs, en l'occurrence. Et après, on va faire le parallèle aussi avec l'autre livre que tu avais sorti juste avant, encore. Et donc, qu'est-ce qui t'a, oui, poussé à à publier ce livre? Bah, c'est une compilation, alors c'est vraiment pour les curieux, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de curieux. Parce que c'est des noms qu'on entend des fois au lycée ou ailleurs, et personne ne connaît véritablement leur histoire. Ces noms, peut-être ça dira quelque chose à certains auditeurs, c'est Kitchin, Juglar et Kondratiev. Le plus connu en général, c'est Kondratiev. Kondratiev, c'est un économiste russe qui a beaucoup publié dans les années 20 et qui est mort fusillé, conformément à la volonté de notre cher Joseph Staline d'ailleurs.
qui était particulièrement opposé à ces écrits pour la raison que Nicolas Kondratiev a mis en avant l'existence de cycles longs de l'économie d'une durée proche de 50 ans, 55 ans. Et ces cycles longs semblent encore se confirmer aujourd'hui. Ils ont peut-être changé de structure, mais ils semblent encore agir assez nettement. Donc ça, j'ai repris ces textes, enfin ce qu'il en reste, parce qu'on a plusieurs fragments qui nous sont parvenus. Donc j'ai essayé de restituer au mieux que possible la version originale. Et donc j'ai repris Kondratiev, Juglar aussi, Juglar, qui était un Français euh, du 19e siècle, fin du 19e siècle, et qui a mis en avant l'existence de cycles de 7 à 10 ans sur l'économie. Et effectivement, c'est-à-dire que quand on fait la durée moyenne entre deux récessions, ça c'est une donnée très importante pour celui qui investit, la durée moyenne entre deux récessions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est 7 ans, à peu près 6 à 7 ans, ce qui est effectivement un cycle de Juglar. Et cette donnée est importante, puisque ce qui veut dire que la dernière récession a eu lieu en 2020, et en pur raisonnement probabiliste, la probabilité de récession augmente de manière significative à partir de fin 2025, 2026, et va continuer à augmenter. La durée maximale, c'est 12 ans historiquement entre deux récessions. Donc, ne serait-ce que ça, c'est une bonne information pour l'investisseur de long terme. Ça, ce sont les cycles de Juglar, c'est-à-dire en clair, c'est le carnet de commandes de l'économie, c'est les grandes, comment dire, les grandes modes, les grands changements dans le niveau de vie sur une période. Bah, moi, j'ai tendance à comparer ça. Tu sais, bah, c'est en lisant ton précédent livre, je me suis dit, en fait, c'est un petit peu tu sais, les cartes quand tu te promènes dans des établissements, le vous êtes ici. Tu Ah oui, vois, oui, et ben, c'est un petit peu ça, mais de toute façon, vous en êtes ici dans le cycle de Kitchen, et c'est un petit peu le plan. Bon, bien sûr, c'est pas précis, on peut pas savoir, tiens, il va faire, on aura tel prix sur tel actif à tel moment, mais par contre, dans les tendances économiques, c'est assez précis par rapport, si on détache un petit peu notre vision court terme et qu'on regarde plutôt sur du long terme. tout à fait. C'est vrai que ça agit avec une régularité assez remarquable. Et depuis, dans certains cas, 3 siècles ou plus, on ne sait pas, on n'a pas de données après. Mais donc c'est vrai que ça, c'est très intéressant. Et tu parlais aussi justement des cycles de Kitchin qui sont des cycles courts. Alors, ça, c'est fascinant, les cycles de Kitchin, parce que il y a une rumeur Mm. qui est rapportée par un économiste américain qui s'appelle Edward Dewey et qui nous dit que certains groupes à Wall Street avant la Première Guerre mondiale, donc ce que c'est vers 1900, 1890, et dont les Rothschild, peut-être en partie, c'est ce que dit la légende, auraient utilisé le cycle de Kitchin pour spéculer sur les British Consols, c'est des obligations britanniques. Et ces cycles, effectivement, agissent sur la bourse depuis au moins 150 ans et continuent d'agir aujourd'hui. C'est ça qui est stupéfiant. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a certaines informations auxquelles on ne peut pas passer à côté. Et les cycles de Kitchin, ils peuvent servir aussi de saisonnalité au marché. C'est vrai que j'ai l'habitude de faire des graphiques avec vous êtes ici, effectivement, par rapport au cycle moyen. Et c'est vrai que des fois, c'est assez stupéfiant parce que ben, on suit parfaitement la trajectoire moyenne du cycle. C'est juste que ben, par effet cumulé, ben, les figures ne sont pas forcément les mêmes, etc. Et en 2019, 2020, c'est vrai que j'avais fait une projection qu'il était possible que le cours de l'or soit à entre 2400 et 2500 dollars en 2024. Je pense que tu t'es pas Euh, trompé. et donc on y est. Alors, c'est des phénomènes cycliques. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des crises, des phénomènes, etc. Mais en général, c'est des niveaux qui sont suivis. Donc, l'économie, elle est par nature régulière, cyclique, les marchés financiers aussi. Et les crypto-monnaies aussi, c'est-à-dire que c'est un reflet de ce qui existe déjà. Alors, je vais faire la pub aussi pour un autre article que tu avais fait au passage, qui était très intéressant également. Tu avais fait un article justement, alors je crois que c'était avec les cycles de Kitchin également, où tu expliquais que les crypto-monnaies semblaient suivre ces mêmes cycles, hein, sur Oui, et CoinTrade. c'est assez surprenant parce que bon, moi j'ai l'habitude souvent d'étudier un actif, je prends ses points hauts, ses points bas, les durées moyennes, etc. Et bon, au début, on est toujours surpris parce qu'on retrouve toujours les mêmes durées. Mais bon, après, on comprend, c'est symétrique partout. Donc, au final, c'est pas étonnant. Et au contraire, le cycle de Kitchin explique le comportement du Bitcoin
plutôt que l'inverse. Alors, je vais, aussi, tant qu'à faire, parler un petit peu de l'autre livre que tu avais publié aussi, Création et destruction. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une vidéo complète, enfin complète, une introduction de ce qu'est ce livre. Je mettrai bien entendu le lien en description en plus. Mais, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que tu mets en évidence quelque chose qui est très important en fait, c'est qu'on a beaucoup trop tendance, surtout aujourd'hui avec la surmédiatisation, qu'on a au quotidien, à se concentrer sur des événements court terme, mais qui au final ont un impact assez, nul sur, les événements long terme, sur tout ce qui va se passer au niveau des cycles et quand toi tu parles de te référer au cycle financier, tu, expliques qu'en réalité, ces nouvelles ne font que partie intégrante de ces mêmes cycles et ne font que jouer, le grand jeu, des cycles tout simplement et au final, on a beaucoup trop tendance, encore une fois, à accorder beaucoup trop d'importance à ces événements. On panique et cetera, alors qu'au final, on suit une extrême régularité au niveau des cycles. C'est exactement ça et on Ouais, l'a vu en début de mois, ouais. avec la panique qu'il y a eu. Cette panique, elle nous dit quoi? Elle nous dit que, les indices ont Mmh, du mal à aller plus haut, qu'on a des paniques brutales, que les marchés ne se maîtrisent pas. C'est-à-dire que, ils sont allés entre guillemets «tellement haut» que, bah, ils sont un peu perdus maintenant et ils cherchent leur chemin. En général, pour chercher son chemin, il faut redescendre d'une marche et repartir de 2. mmh, Donc effectivement, je pense et il faut rappeler qu'avant le crash de 2020, on a eu une crise sur le marché interbancaire en septembre 2019 et c'est généralement ce genre de petite crise, de panique momentanée qui nous indique en fait que le cycle long, attention, commence à s'inverser. Donc en général, effectivement, les événements sont plutôt la conséquence de phénomènes structurels plutôt que la cause, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a beaucoup de traders et cetera qui sont adeptes de regarder, bah, comme hier, les publications de Nvidia, mmh, des choses très court-termistes, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il faut voir aussi la figure générale. Le fait qu'aujourd'hui, on a aussi comment dire? Une concentration des performances boursières colossales sur Nvidia, sur des valeurs technologiques, que les petites capitalisations n'ont jamais été autant au tapis. Alors ça s'explique aussi parce qu'il y a une grande partie qui sont pas rentables, mais tout de même, ça s'explique aussi par le cycle long de l'économie. C'est-à-dire que, dans un cycle long de l'économie, c'est les innovations qui vont mener la croissance et donc que les flux de revenus se dirigent vers les secteurs, porteurs de ces innovations. Aujourd'hui, internet se démode et on passe à l'intelligence artificielle qui est son prolongement. Mais donc tous ces secteurs sont dopés par, ces innovations qui nous indiquent aussi réciproquement qu'on est toujours dans la phase ascendante du cycle long. Donc on a plein de raisonnements comme ça à construire et qui sont cohérents et qui sont assez logiques et donc c'est ça qui est assez surprenant, c'est que, souvent il faut interpréter un événement de court terme plutôt de manière, à réfléchir: «Qu'est-ce qui fait là finalement?» mmh. Plutôt que, «Il est passé, maintenant on peut regarder ailleurs». C'est plutôt, Heu, on va dire un indicateur, c'est le vous êtes ici, encore une fois, dans le cycle. voilà. Quand on a plusieurs types Exactement ça. d'événements qui se ressemblent, généralement, on peut comparer avec les cycles précédents, ce qui s'est déjà passé et très souvent, on va dire que, l'histoire se répète. C'est Exactement. et donc du coup, oui, si tu devais recommander un livre, entre ta compilation sur les auteurs anciens et Création et description, bon, j'ai ma petite idée, mais lequel tu recommanderais le plus pour commencer? Alors ça dépend. Alors pour commencer, évidemment, création et destruction, mais je tiens à préciser que je l'ai pas encore annoncé, mais j'ai réalisé un très petit guide, de à peine 120 pages qui devrait sortir d'ici octobre et c'est purement technique. C'est-à-dire, c'est pour un investisseur, voilà, qui maîtrise un peu l'analyse technique ou ce genre de choses. Comment agir avec les cycles? Quels sont les principes géométriques? Ce que je n'ai pas fait dans les livres précédents. Donc ça, ce sera un petit livre et je pense que ce sera très bien pour débuter, pour celui qui est vraiment boursier, celui qui est un peu plus philosophique, création et destruction et celui qui est un gros lecteur et qui aime l'histoire, évidemment la compilation, d'auteurs, qui est assez fournie d'ailleurs. D'accord. Bon, je pense que c'est déjà pas mal. On a fait un tour très complet, quand même. On a posé beaucoup de questions. Alors déjà, je te remercie beaucoup Thomas pour, le temps que tu m'as consacré, que tu nous as consacré. Je Merci à voulais toi. aussi, préciser que je mettrai le lien du Twitter de Thomas dessus. Il est très actif, il publie, régulièrement des articles dessus.
Et s'il y a des personnes qui sont intéressées par son prochain livret qui devrait sortir, il le publiera très certainement et je le republierai également sur mes réseaux. Donc vous pouvez au passage me suivre. Un grand merci à toutes les personnes qui feront ça. Thomas, je vais te laisser du coup le mot de la fin, hein, comme à chaque fois. Je te remercie encore une fois d'être passé. Merci Julien et encore une fois, soyez prudents sur les marchés. Le sommet arrive.